On vous connaît un peu moins peut-être que vos concurrents, c'est pas fait vous faire injure que de le dire, mais vous êtes là pour vous présenter. Quelles sont donc les valeurs non négociables qui ont fondé votre engagement politique ? Alors, bonjour et merci de nous accueillir effectivement dans une salle aussi nombreuse. Debout la France, c'est un jeune mouvement, donc c'est normal que tout le monde ne connaisse pas encore forcément ce qui fait justement notre différence. Et il faut savoir que justement, s'il y a une valeur qui est fondamentale, qui fait que nous sommes engagés tous en politique, c'est parce que tant Nicolas Dupont-Aignan qui a quitté l'UMP que moi qui avais quitté le RPR il y a longtemps, on ne supporte plus d'entendre des hommes politiques dire un jour quelque chose et faire autre chose après. Et s'il y a vraiment un point qui pour nous est essentiel, c'est effectivement d'avoir le courage de parler en vérité, d'avoir le courage de dire ce que l'on pense, de respecter ses engagements, de respecter les électeurs, de ne pas accepter que dans nos mouvements, il puisse y avoir des personnes qui soient condamnées, qui soient des personnes qui soient poursuivies, et qu'on fasse comme si de rien ne se passait. Et ça, si vous voulez, pour moi, c'est une des valeurs essentielles, qui est de dire, quand on fait de la politique, on le fait avec des convictions, on le fait avec des engagements, et on respecte ces engagements. Ça, je pense que c'est le premier des points. Et la création de Debout la France s'est faite lorsque les Français avaient voté contre la Constitution européenne et que les parlementaires se sont permis d'aller contre le vote des Français et de décider le traité de Lisbonne, alors que les Français avaient voté contre. Ça, vous voyez, c'est un des points essentiels qui a fait notre engagement. Alors, après cela, ça ne suffit pas, si vous voulez. Ça ne suffit pas de dire, effectivement, on dénonce ce qui ne va pas. Il faut proposer autre chose. Et on est là pour proposer une alternance qui est avec des gens crédibles, des gens sérieux, dans le sens où les Français ne supportent plus, effectivement, ce jeu politique. Et le risque, c'est quoi ? C'est de partir dans la protestation pour rien. Protester pour protester, c'est très bien, mais il faut construire. Et là, on est là pour construire. Alors, dans le deuxième, j'irais valeurs qui ont fait notre engagement. Moi, je dirais clairement le patriotisme. Et c'est l'amour de la patrie. Je sais que c'est un mot qu'on ne veut plus dire. On oublie ce qu'est le patriotisme. La patrie, il faut quand même rappeler que ça vient du mot latin, la pater. Pater, le père. Alors je sais bien que maintenant, on apprend de moins en moins le latin et on veut même maintenant arrêter le latin à l'école, mais c'est un point aussi important. Et la patrie, c'est pas de droite ou de gauche, c'est effectivement l'un et l'autre autrefois. Et je rappelle une phrase de Jaurès qui disait que la patrie est le seul bien à celui qui n'a rien. Et j'ajouterai une autre phrase de Chateaubriand, dont ceux qui me connaissent savent que je suis certainement beaucoup plus proche que de Jaurès, qui écrivait effectivement dans Le génie du christianisme, « On ne choisit pas plus sa patrie, la terre de ses pères, que l'on ne choisit son père et sa mère. » Et ça m'amène évidemment, vous l'avez compris, très vite à la troisième valeur essentielle, effectivement, qui fait notre engagement, qui est la famille. Parce qu'on ne peut pas avoir une société qui puisse continuer à exister si on n'a plus la famille. Il faut savoir que c'est une notion très forte. C'est une notion qui a toujours existé, la famille. Sauf que depuis 150 ans, cette notion est attaquée. Et ce n'est pas un hasard. Vous avez clairement, dans les écrits de Marx, d'Engels, la volonté de casser la famille, en disant, si on casse la famille, on casse la société telle qu'elle est construite. Et donc, ça fait partie des objectifs que certains ont fixés il y a 150 ans et que petit à petit, on est en train de mettre en œuvre. Et c'est pour cela qu'il faut effectivement se battre pour la famille, parce que c'est un des points essentiels. C'est une cellule qui permet à l'enfant de s'épanouir, qui permet effectivement cette solidarité qui est essentielle et qui permet notre civilisation. C'est un des points essentiels pour notre civilisation. Et je rajouterai un quatrième élément qui n'a pas effectivement le même poids, mais pour la défense de la civilisation, la propriété. Puisque si on tue la famille, si on détruit la propriété, eh bien on fait exploser la société telle que l'on la connaît. Alors, si cette présentation est très complète, mais si on l'adapte maintenant à la problématique du moment qui sont les élections régionales en Rhône-Alpes-Auvergne, quelles sont vos priorités, puisque vous avez parlé, c'est un petit peu le défaut des candidats en général de Debout la France et de Nicolas Dupont-Aignan lui-même, de réussir à parler de local alors que souvent il parle d'Europe. C'est votre grand thème. Quel est votre projet? Quelles sont vos priorités si vous êtes élu président de région demain, enfin dans un mois? Juste un petit rappel. On nous taxe souvent d'être anti-européens. C'est faux. Nous ne sommes pas anti-européens. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais ça pouvait se laisser penser, si vous voulez. Nous ne sommes pas anti-européens. Nous sommes contre cette Union européenne telle qu'elle a été mise en place. Alors, sur le plan de la région. En revanche, au niveau de la région, alors là, si vous voulez, il y a des points très importants. C'est d'abord, évidemment, qu'une région ne doit pas être un lieu de gaspillage. C'est clair et net que nous avons une région qui est excessivement mal gérée. Je vais donner quelques exemples concrets pour qu'on sache de quoi on parle, si vous voulez. On a dépensé entre 250 et 300 millions d'euros pour les hôtels de région.
hôtels de région, qui sont des bâtiments dispendieux, qui ont été construits pour faire des palais présidentiels. C'est inacceptable en période de crise qu'on se permette de dépenser des sommes aussi importantes que cela. On s'est permis... On s'est permis aussi de dépenser 120 à 150 millions dans les rails de l'entreprise Rhône-Alpes à l'international. Non pas que la région n'a pas à aider les entreprises à exporter, évidemment que la région a à faire cela, mais avec un contrôle des dépenses et pas avec des installations dans 30 pays, avec des hôtels ou des bâtiments qui ont été construits à Shanghai ou à Dubaï ou au Canada, à différents endroits. Là, 120 à 150 millions. Je vous donne ça pourquoi ? Pour que vous ayez en tête quand même les chiffres dont on parle. Après, pareil, on est prêt à dépenser pour la région 900 millions pour un grand chantier qui est le Lyon-Turin. La région s'est engagée sur un chantier qui n'aura pas lieu, qu'il ne faudra surtout pas qu'il ait lieu, parce que c'est un vrai scandale là-dessus. La région s'est engagée pour 900 millions d'euros. Tout ça pour avoir, si vous voulez, un ordre de grandeur de quoi on parle. En revanche, puisque nous sommes là pour proposer aussi, et je viendrai après sur le sujet, j'irai évidemment qui nous intéresse, mais il faut aussi quand même rappeler qu'on est là pour gérer une région et que cette région a des grands projets. Et moi, je veux que pour la région, qu'il y ait des grands projets. Parce que si on est là uniquement pour dire, eh bien, on gère une région pour éviter de gaspiller, non, ça ne sert à rien. On est là, évidemment, pour ne pas gaspiller. C'est le b.a.-ba, je dirais, de tout homme politique qui a une collectivité qu'il gère. Maintenant, il faut avoir des vrais projets. Et ces vrais projets, c'est quoi ? Moi, tout simplement, c'est déjà qu'on remette à gabarit le canal Rhin-Rhône. C'est un de mes grands projets, évidemment. Ceux qui me connaissent diront que ça fait des années que j'en parle. C'est de dire qu'on peut avoir une liaison qui est fluviale, qui existe déjà, entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et ça permet effectivement de faire circuler des barges avec 300-400 camions. Là-dessus, vous avez quoi ? Vous évitez évidemment des bateaux, des camions qui vont sur l'autoroute, vous évitez la pollution, vous évitez des péages pour les autoroutes, sauf que, évidemment, les autoroutes, on les a vendues. Alors là, c'est l'Union européenne qui nous dit qu'il faut effectivement vendre nos autoroutes. Mais je vais plus loin. On a vendu nos autoroutes, et là, on va vendre l'aéroport de Lyon. La région est propriétaire à 5% de l'aéroport de Lyon. C'est inacceptable que l'on vende l'aéroport de Lyon à des fonds étrangers. Cet aéroport, on peut le reprendre avec 400 millions d'euros. Ça, c'est le prix que l'État, dans la loi Macron, a décidé la vente de l'aéroport. Ils ont décidé de vendre Nice, de vendre Toulouse, c'est déjà fait aux Chinois et on ne sait pas où est passé le Chinois, et puis effectivement de vendre l'aéroport. Sauf qu'ils ne se sont pas posé la question de savoir s'ils allaient vendre l'aéroport de Roissy, par exemple. Non, c'est celui de Lyon. Donc là, je considère que la région a vocation à reprendre effectivement la participation de l'État. Ça, vous voyez, ce sont des grands projets que l'on doit avoir. Et après, effectivement, on peut rentrer sur des débats plus concrets, si vous voulez. Mais la région, c'est avant tout une gestion d'une grande région, d'un souffle économique que l'on doit développer. On va parler de la famille, surtout, puisque vous avez cité la famille comme une des causes, une des matrices de votre engagement politique. Quelle est la conception de la famille que vous défendez aujourd'hui et que vous souhaitez porter dans cette élection régionale ? Alors, moi, si vous voulez, je suis d'un courant qu'on appelle le gaullisme. Même si notre liste est une liste de gaullistes et de rassemblement, nous avons comme des valeurs fondamentales. Et il y a une des valeurs fondamentales qui est la politique familiale. Et cette politique familiale avait été mise en place par le général de Gaulle, développée et généralisée. Et il y avait un des principes de base dans cette politique familiale, c'était de dire, si un couple veut avoir des enfants, par rapport à un couple qui ne veut pas en avoir, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le couple qui décide d'avoir des enfants, eh bien l'État va aider ce couple en prenant à charge en partie le surcoût de l'enfant. C'était la politique familiale, des allocations familiales, sans condition de ressources. Voilà le principe de base qui avait été mis en place, de manière à ce que tout le monde ait le libre choix d'avoir ou ne pas avoir des enfants, et celui qui voulait, et c'est utile pour la société d'avoir une démographie qui se développe, eh bien c'était effectivement une politique familiale sans condition de ressources. Sauf que, il faut savoir que depuis 30 ans, quels que soient les gouvernements, on détruit cette politique familiale. On a eu effectivement le plan Juppé qui a été en 1995 et en 1996 de prendre 8 milliards de francs à l'époque sur les fonds famille. En 1996, c'était 11 milliards de francs. C'était 100 000 familles qui ont perdu l'allocation pour jeunes enfants qui avait été créée à l'époque. Et ça, c'est l'UMP ou les Républicains d'actuellement qui ont mis en place cela. Donc si vous voulez, on ne peut pas venir dire à un moment on veut une politique familiale et puis détruire la politique familiale comme ça se fait depuis 30 ans, tant par la gauche que par la droite qui sont en place. Donc... Alors, pardon. La destruction de la politique familiale, elle fait assez peu de doute. En revanche, quelles sont selon vous les difficultés que rencontrent les familles aujourd'hui et sur quel levier pourriez-vous, en tant que président de région, si vous êtes élu, intervenir ?
Alors, les difficultés sont nombreuses. Elles sont nombreuses, et je pense que le premier point, si je peux dire, sur lequel il faudrait, mais ça c'est un problème de l'État aussi, mais la région peut aussi y travailler, c'est l'éducation. C'est l'éducation, et attention, c'est l'instruction. Parce qu'on confond toujours éducation et instruction. Le rôle de l'État, c'est d'instruire les enfants. Ce n'est pas d'éduquer les enfants. Donc l'instruction publique, comme on parlait avant, permettait d'apprendre à lire, écrire et compter, et c'était le b.a.-ba, je dirais, de l'instruction qu'on devait donner à tous les enfants en France. L'éducation, ça relève effectivement de la famille, ça ne relève pas de l'État. Donc là-dessus, il faut effectivement, pour aider les familles, déjà remettre les pendules à l'heure, si je peux dire, sur ces points-là. Après, il y a énormément de choses qu'on peut faire, parce que on peut effectivement avoir un discours démagogique de dire on va effectivement créer des vice-présidences, on va effectivement faire plein de choses. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait pour aider les familles en difficulté? Vous avez des familles qui ne savent pas comment gérer leurs enfants. Vous avez des familles, moi je suis avocat, je vois aussi au niveau de la délinquance ce qui se passe, et on a des familles qui sont démunies. Et là, personne ne vient s'occuper d'eux. Personne ne vient s'occuper de ces personnes, de ces mamans qui ne savent pas gérer, effectivement. Et là, on a un rôle, je pense, et la région pourrait notamment, en aidant toutes les associations vis-à-vis, effectivement, de la délinquance, pourrait aussi aider les enfants, aider les familles. Mais c'est valable aussi sur ce point-là, mais c'est valable aussi sur un autre sujet très important, on l'avait évoqué déjà un petit peu, c'est le handicap. Le handicap, c'est une catastrophe en France. Il faut être honnête. Il n'y a pas de vraie politique d'aide des enfants handicapés. Il y a, dans l'idée de certains, l'idée que eh bien, ces enfants ne devraient pas être là. Et que finalement, s'ils sont là, c'est la faute des parents. C'est honteux de dire ça. C'est honteux. Et on doit, vis-à-vis des parents, aider justement les parents qui ont des enfants handicapés, que ce soit sur l'autisme, que ce soit sur différents handicaps. Et là, on a possibilité au niveau de la région d'aider, notamment dans la politique de subvention. Alors, un mot justement sur les subventions et sur peut-être la situation du privé et du public. Quelle est votre conception, vous, et notamment du rôle de la région dans la répartition des aides aux écoles privées et publiques donc? Alors, quand on verse quelque chose pour un enfant, je ne vois pas pourquoi la somme ne serait pas la même quand c'est un enfant qui est dans le privé ou dans le public. Mais ça ne veut pas dire forcément que les sommes qui vont dans l'enseignement doivent être l'équivalent. Parce que nous savons très bien que vous avez des collèges ou des lycées publics, enfin privés plutôt, qui sont dans des zones qui ne sont pas les mêmes aussi. Donc on ne peut pas dire par démagogie, il faut donner la même somme au public et au privé. Parce que vous avez aussi des endroits avec des situations difficiles, et l'État a ce rôle aussi à jouer. Maintenant, il est évident que lorsqu'effectivement il y a un coût qui doit être assumé pour un enfant, eh bien, on doit faire la même somme, que ce soit pour effectivement le public ou le privé, tout en maintenant, malgré tout, je vous dis, cette action particulière sur certains territoires. Alors, justement, cette question un peu technique, est-ce que vous envisagez la création d'une carte région-famille pour faciliter la vie des familles, notamment en termes de transport d'installations sportives et de culture, de loisirs et d'événements, etc. Ça me paraît un b.a.-ba, si vous voulez. Il faut effectivement aider les familles nombreuses ou moins nombreuses. Et on avait autrefois connu la carte de famille nombreuse, qui était quelque chose qui permettait effectivement dans plein de secteurs d'avoir des réductions. Eh bien, il faut qu'on remette en place un système à peu près équivalent, si vous voulez. C'est pas normal qu'il n'y ait pas d'aide pour les familles nombreuses. Alors, que ce soit au niveau culturel, mais là encore, de quelle culture on parle aussi? Il faut aussi avoir le courage peut-être de s'affronter, de regarder vraiment le programme culturel qui est fait aussi par la région. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce programme culturel. Alors, dites-le. Il y a des exemples, si vous voulez, si vous regardez les subventions telles qu'elles sont versées aux différentes associations culturelles, je pense qu'on peut se poser des questions aussi sur est-ce que la culture doit forcément être là pour transmettre un message? C'est-à-dire que vous avez systématiquement des groupes de théâtre, où vous avez différentes troupes qui considèrent qu'on ne peut faire de la culture qu'en culture engagée. Donc, en gros, une culture de gauche, si vous voulez. Il faut être honnête. Bon, c'est ça, ça veut dire ça. Bon. Là-dessus, moi, je respecte tout le monde. Si quelqu'un veut faire un spectacle avec des convictions politiques qui sont les siennes, libre à lui de le faire. Mais il ne le fait pas sur l'argent de l'État ou sur l'argent de la région. Et à ce moment-là, eh bien, ils auront effectivement uniquement les personnes qui viendront voir leur spectacle qui paieront cela. On n'est pas, si vous voulez, là pour payer une politique culturelle engagée. Je suis désolé. C'est l'argent de tous les Français. Voilà.
Et sur l'aspect plus pratique pour faciliter la vie des familles, J'ai pas compris, excusez-moi. sur l'aspect plus pratique, pardon, pour faciliter la vie des familles, dont vous avez énuméré tout à l'heure les difficultés. Il y a énormément de choses, si vous voulez, parce qu'on peut le détailler sur plein de sujets. On parle des TER, donc ça aussi, si on avait des TER qui marcheraient, je peux vous assurer que ça éviterait parfois à des parents d'aller s'occuper des trajets des enfants. Si vous aviez des bus qui étaient aussi réguliers, qui venaient, il n'y aurait pas de difficulté aussi. Moi, je pense simplement à une famille qui est à Vaugneray, qui s'est retrouvée au début du mois de septembre avec des cars scolaires qui ne sont jamais passés. On ne leur a jamais prévenu que ce car scolaire ne passerait pas parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants qui étaient inscrits. Bon, ça, c'est le b.a.-ba, c'est que la région doit effectivement s'occuper des transports scolaires, doit s'occuper, alors maintenant c'est le cas des ça va être le cas de la région, avant c'était le cas des départements, donc on sait très bien gérer le transfert de compétences, tout en sachant a priori, si j'ai bien compris, que les handicapés resteront effectivement dans le cadre de la région, mais ça je pense que, dans le département, je pense que le président départemental pourrait le dire. Mais effectivement, là-dessus, on a une vraie politique à avoir vis-à-vis des familles et vis-à-vis des transports scolaires. Alors, est-ce que vous avez appelé ça tout à l'heure de la démagogie? Est-ce que vous seriez prêt à créer alors peut-être pas une vice-présidence, puisque ça n'a pas l'air de vous plaire, mais une commission dédiée aux affaires familiales? Commission, tout à fait. Vice-présidence, non, parce que c'est de la démagogie pure. Il faut être honnête, il y a trop de vice-présidences à la région, il y a trop d'élus à la région, on a 204 élus, c'est ridicule. On n'avait pas besoin d'avoir 204 élus pour gérer la région. On avait 150 élus sur la région Rhône-Alpes, 54 en Auvergne. On a fusionné les deux, et au lieu de faire 100 élus, ce qui d'ailleurs avait été imaginé au début, il faut savoir que les Républicains et le PS ont voté contre à l'Assemblée la réduction, la limitation du nombre des élus. Et donc là, il faut bien se souvenir quand même que si ça a été voté, il y a un projet et vous êtes opposé à ce projet-là. Donc assumez les décisions qui sont les vôtres. Là-dessus, on pouvait très bien faire 100 ou 120 élus, c'était suffisant. Après, effectivement, 16 vice-présidences, arrêtons. Je pense qu'il faut effectivement savoir gérer une collectivité avec le moins de frais possible. En revanche, les commissions, oui, tout à fait. Et là, une commission, parce que, pourquoi? Il n'y a pas tout ce qui est lié aux vice-présidences, il n'y a pas les avantages financiers, il n'y a pas les bureaux, il y a tout ce qu'on se connaît, si vous voulez, lié à une vice-présidence. Là, vous avez une commission, et là, vous faites une commission sur la famille, tout à fait. Et au contraire, ça me paraît une très bonne idée. Et quelles en seraient donc les attributions et quel serait son rôle? Ce serait d'aider effectivement les familles concrètement, de mettre en place des œuvres concrètes. Alors, c'est effectivement au niveau de ses possibilités financières. C'est aussi de veiller, et là, effectivement, je rejoins ce qui avait été dit avant, sur certaines subventions qui se donnaient à des associations qui n'ont pas lieu d'être. Et effectivement, vous avez vocation à ce moment-là à trouver, à mettre en œuvre des solutions pratiques pour les familles, que ce soit effectivement ces aides ponctuelles, mais ça peut être aussi l'accompagnement des familles dans des situations délicates. Et ça, je pense qu'il faudrait aider les associations qui font ça. Vous avez plein d'associations, vous savez, qui se mettent en œuvre actuellement, qui créent de la solidarité entre les familles, que ce soit le coup de pouce, que ce soit autre chose. Eh bien, ça aussi, ça pourrait être aidé. Alors vous faites le lien tout seul de subventions et d'associations. Tout à l'heure, vous avez critiqué les associations à but uniquement idéologique qui sont subventionnées parce que de gauche. Est-ce que vous seriez prêt éventuellement, puisque la question qui est posée, c'est celle des subventions, comment elles sont accordées, etc., à subventionner éventuellement des associations de droite? On n'est pas là pour subventionner des associations de gauche ou de droite, je suis désolé. Moi, quand on gère des fonds publics, on n'est pas à dire je donne de l'argent à des associations de gauche ou des associations de droite. Est-ce que ces associations font du bien pour les habitants de la région? Elles n'ont pas à être politisées. Moi, je trouve que l'argent n'a pas à aller vers la gauche ou la droite. Donc sur quels critères seraient, sous votre présidence, distribuées les subventions? D'abord le contrôle. Il n'est pas acceptable de donner de l'argent sans savoir où ça va. Si vous aviez vu, avant de venir ici, j'ai voulu regarder quand même la liste de subventions. Vous avez un document d'une centaine de pages où vous ne comprenez rien du tout. Vous ne pouvez pas comprendre quelles sont les associations qui sont subventionnées, sauf aller sur les sites internet des associations, et là vous vous rendez compte que l'une est basée à l'ouest de la France, à Lille, au nord, etc. Et donc il n'y a aucune possibilité, telle que c'est fait actuellement, de comprendre. Vous ne pouvez pas effectivement vérifier à qui va cet argent. Là-dessus, première chose, on verse de l'argent public. On doit vérifier où va cet argent, on doit contrôler l'utilisation de cet argent. Première des choses. Ensuite, on vérifie si c'est bien évidemment, enfin même avant plutôt, on vérifie si effectivement l'association a vocation à recevoir ces fonds. Est-ce que cet argent est utile pour les habitants de la région? Est-ce qu'elle a une vocation, je dirais, d'aider concrètement les habitants? Et non pas, je dirais, faire plaisir à certains, comme on le voit actuellement beaucoup trop souvent. Dernière question, quel est le message que vous souhaitez délivrer dans cette élection à l'attention des familles, justement? Alors,
Là, c'est un message très important, si vous voulez, parce qu'effectivement, moi, je pars du principe, et je vous l'avais dit au début, que la cellule familiale est un point essentiel qui doit être protégé, et qui protège l'enfant, si vous voulez. Pour moi, il est impensable d'imaginer que dans une famille, on ne puisse pas dire qu'un enfant a droit à un père et à une mère. C'est un des points essentiels. Un enfant a forcément droit à un père et à une mère. Il y a eu effectivement ce juste combat que vous avez mené dans ces différentes manifestations, auxquelles d'ailleurs j'ai participé, je suis venu régulièrement pour manifester. C'est important, on ne peut pas dire qu'on peut ouvrir la GPA, la PMA, à des personnes qui peuvent avoir une détresse, que je peux comprendre si vous voulez, mais on ne peut pas se mettre dans la détresse de certaines personnes et se dire les enfants vont être dans une situation qu'on ne connaît pas et faire prendre des risques aux enfants. Un enfant, le droit essentiel, c'est un père et c'est une mère. Et là, si vous voulez, je pense que c'est un des points essentiels. Et là-dessus, je me battrai toujours systématiquement pour interdire PMA, GPA, adoption pour les couples effectivement du même sexe. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi inacceptable. De même, la marchandisation du corps de la femme est inacceptable aussi. On ne peut pas accepter qu'on aille acheter un bébé 7 500 €, 5 500 € dans tel ou dans tel pays. On ne peut pas l'accepter et on ne peut pas le valider en donnant après tous les droits à cet enfant qui a été acheté comme on le fait actuellement et comme la jurisprudence le fait. Ça, c'est inacceptable parce qu'on valide, on tolère que des gens aillent exploiter des femmes dans des pays sous-développés pour se faire un droit à l'enfant et non pas un droit de l'enfant. Donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable et on ne peut pas négocier là-dessus. Donc ça, si vous voulez, c'est le point essentiel. Donc bien évidemment, je sais qu'il y avait un grand débat ici sur la loi. Il faut réécrire cette loi, il faut abroger, je dis clairement, toutes les dispositions qui concernent la filiation, l'adoption, la PMA et la GPA. Ça, c'est des points essentiels. Et je tiens à dire que la cohérence n'existe que chez Debout la France, parce que j'ai entendu parler de cohérence avant. Il faut être sérieux, si vous voulez. Mais on ne peut pas avoir de cohérence. Certains dans la salle ont bien réagi par rapport effectivement aux positions des uns ou des autres du Front National. Je voudrais juste rappeler aussi que récemment, le Front National a accueilli Sébastien Chenu, qui est le fondateur de Guélib, qui est maintenant un des responsables du Front National, et qui nous dit, le 5 octobre 2014, il se disait dubitatif sur la PMA. Ça veut dire qu'il n'avait pas de choix là-dessus. Donc, soyons cohérents. Quand effectivement vous donnez un discours officiellement, eh bien à ce moment-là, veillez à ce que toutes les personnes chez vous tiennent ce discours-là. Au niveau de Debout la France, il n'y a jamais eu d'écart sur ces sujets-là. Et je dirais la même chose aux Républicains. C'est bien dommage que Laurent Wauquiez n'ait pas été présent aussi, parce qu'effectivement, quand on sait que Bruno Le Maire, que Alain Juppé ont bien dit clairement qu'ils ne feront rien là-dessus, ces personnes-là sont, malgré tout, leurs leaders naturels, ils ne reviendront pas là-dessus, on le sait très bien, ils lâcheront tout, ils ne laisseront pas, effectivement, ils ne permettront pas qu'on revienne sur cette loi. Donc moi, j'aimerais bien que les Républicains soient cohérents aussi. Et j'en ai marre de cette schizophrénie des hommes politiques qui vient de dire, quand on est localement, on tient tel ou tel discours, et puis on laisse faire au niveau de la tête la présidence. On sait très bien que les Républicains n'auront jamais un vrai discours sur ces sujets-là. Je sais que sincèrement, des personnes au sein des Républicains peuvent penser sincèrement vouloir changer les choses. Je ne mets pas en doute la sincérité des uns ou des autres, que les choses soient très claires. Ils pensent qu'à l'intérieur, ils pourront peut-être changer. Moi, je suis convaincu, malheureusement, qu'ils ne pourront pas faire changer les choses et qu'ils serviront de caution au niveau des Républicains et qu'il faut avoir le courage, comme nous l'avons eu, de quitter effectivement les Républicains pour pouvoir créer un mouvement neuf qui est libre. Je tiens à rappeler qu'on a appelé notre mouvement Debout la France, parce que la France, le mot France veut dire liberté, et ça veut dire debout la liberté. Juste une question, pardon. Puisque vous parlez de cohérence, vous avez dit tout à l'heure, la loi Taubira, il faudra la réécrire en abrogeant les dispositions liées à la PMA et la GPA. C'est ce que j'ai bien compris. Donc ça veut dire, vous savez, il y a un débat entre l'abrogation et la réécriture. Vous êtes sur quelle position, puisque vous parlez de l'incohérence des autres? On va être très clair. Moi, je considère que le mot de mariage est totalement inapproprié. Ça n'a aucun sens. Mariage, c'est un mot qui est sexué. C'est le mari. Si on prend au niveau étymologie, c'est le mâle. Ça revient du héros au niveau grec. Ça n'a pas de sens d'utiliser un mot comme celui-là pour une union entre deux personnes du même sexe, quel que soit le sexe. Donc le mot en lui-même n'a pas de sens, si vous voulez. Donc je trouve qu'effectivement,
Je n'ai pas compris comment on a pu se bagarrer sur ce terme-là. Après, si vous voulez, je pense qu'il faut aussi tenir compte des situations que peuvent vivre certaines personnes. Il y avait le Pacs qui existait. On pourrait imaginer un Pacs amélioré. Ça peut être une alliance. C'était un mot effectivement qui pourrait être utilisé. Et je pense que là-dessus, on pouvait effectivement régler différents problèmes, mais on n'a pas effectivement à faire un mariage dans ces conditions-là. Et c'est pour ça, en plus, que comme le mariage, on sait très bien qu'est-ce qui en découle. On sait que ce qui découle de cela, c'est effectivement l'adoption, l'affiliation, la PMA, la GPA éventuellement. Et c'est là-dessus où nous, on considère qu'on est intransigeant, on n'acceptera jamais cela. Merci beaucoup, Monsieur Gerbert Rambaud.